Et c'est pour cela aussi, entre autres, aujourd'hui, on a donc la pratique des currency swaps, dont Dr Garchev a parlé hier. Donc c'est un volume très, très important, un outil peu utilisé il y a 10 ans encore, mais avec la crise, c'est devenu très, très important. Et justement, un des enjeux, c'est de stabiliser les taux de change, même à court terme. Cinquièmement, comme je l'avais évoqué hier, en raison de la possibilité en principe illimitée de refinancer les investissements financiers et immobiliers, l'investissement dans ces biens devient plus liquide et donc moins risqué. C'était un grand enjeu si vous réfléchissez. Donc vous avez une épargne. Quelle part de cette épargne allez-vous garder sous forme de monnaie? Quelle part allez-vous utiliser pour acheter ou pour investir? Et donc l'avantage de l'argent, l'investissement en monnaie, c'est toujours la liquidité. Vous courez moins de risques. Vous achetez un appartement, une maison, etc. Elle a une certaine valeur, oui, mais c'est sur le papier. Cette valeur-là, vous allez la réaliser si tout marche bien. Vous n'allez pas, en règle générale, trouver un acheteur du jour au lendemain. Donc, en règle générale, il faut attendre. Parfois, il faut attendre des mois. Et si vous avez mal estimé la valeur de votre patrimoine, il faut attendre encore beaucoup plus longtemps. Et ceci est amoindri par la possibilité donc, de trouver des acheteurs facilement parce qu'ils peuvent s'endetter pour acheter votre bien. Donc l'investissement en immobilier, l'investissement financier devient plus liquide, donc plus avantageux par rapport à la monnaie. Et ceci, comme je vous l'ai dit hier, donc, explique pourquoi les prix de l'immobilier ont augmenté très fortement par rapport aux revenus. Donc, Bruxelles, un de mes amis vient d'acheter une maison. C'était une maison qui, dans les années 30, était habitée par un ménage ouvrier, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, cette maison vaut plusieurs centaines de milliers d'euros et représente un multiple d'un salaire d'un cadre supérieur. Comment est-ce possible qu'il y a 70 ans, il y a 80 ans, donc on pouvait, un ménage moyen, même pas très aisé, pouvait acheter une telle maison. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc ceci résulte de ce système monétaire qui crée donc une liquidité artificielle, c'est bien, donc crée de toute manière une tendance à investir dans l'immobilier plutôt que de thésauriser, donc les prix grimpent. Sixièmement, grâce à l'inflation décrétée, les dépenses de l'État augmentent. C'est un point qu'on avait touché il y a déjà. Les économistes parlent souvent de la taxe d'inflation. Donc l'inflation est une taxe d'inflation. Et les économistes du mainstream, donc, ils ont à l'esprit encore le cas de figure, voilà, il y a une augmentation du niveau des prix, donc certains ménages peuvent acheter moins, mais il y en a d'autres, en particulier l'État, qui peuvent acheter plus, en raison de l'augmentation des prix. Et je vous ai déjà dit, ce raisonnement est pas tout à fait correct parce que l'État bénéficie, même s'il n'y a pas de hausse de prix ou de hausse du niveau des prix. L'État est toujours parmi ceux qui sont en première ligne des bénéficiaires des effets contingents. L'État bénéficie également et très fortement de la financiarisation de la vie économique. Avant le XXe siècle, comment est-ce que l'État s'était financé? Au Moyen Âge, les rois, les princes, etc., sont financés essentiellement par la production de leur propre terre. C'était des grands propriétaires fonciers
Donc, il y avait des fermes dessus, etc. Il y a donc un revenu réel, hein, sous forme de produits denrées, etc., qui pouvaient être consommés. Et même ultérieurement, donc, ils avaient commencé à vendre leurs produits, c'était donc les revenus monétaires qui provenaient de leur propre terrain. En plus, il y avait des impôts. Des impôts essentiellement des droits de douane, à l'entrée des villes, à l'entrée du pays, aux frontières du pays, etc. Même au début du temps démocratique, il en est resté essentiellement ainsi. Donc, par exemple, aux États-Unis, le gouvernement fédéral, autour de l'année 1900, dépensait à peu près 2% du PIB. Et cette dépense était financée essentiellement par les droits de douane aux frontières du pays. Puis, on avait l'ingénieuse invention de l'impôt sur le revenu, hein, etc. Donc, mais essentiellement, donc, jusqu'à assez récemment, les ressources financières de l'État provenaient soit de ses propres entreprises, soit d'une imposition des revenus, c'est-à-dire des flux. L'État n'avait pas, en règle générale, accès au patrimoine des particuliers. Donc, il est vrai, de temps en temps, il a exproprié les particuliers, ou même les institutions telles que l'Église. Hein, donc, lors de la Révolution française, hein, donc, les révolutionnaires ont fait main basse sur les biens de l'Église, mais aussi sur les biens des contre-révolutionnaires. Hein, ils les ont expropriés. Et c'était donc, de quelque manière, c'était par une violation des règles du jeu ordinaire. Hein, donc, c'est un cas extraordinaire. Avec la financiarisation de la vie économique, l'État a finalement un accès, et même un accès facile, au patrimoine. Parce que les gens, encore, ont une très forte incitation à investir en titres financiers. Alors, tout ce que l'État doit faire, c'est de travailler un petit peu les intermédiaires financiers. Souvent, ce n'est même pas nécessaire parce que les intermédiaires financiers, ils recherchent des investissements solides, c'est-à-dire des investissements pas trop risqués. L'État, surtout lorsque l'État n'est pas encore trop endetté, c'est quand même un bon créancier parce qu'il dispose d'une source de revenus unique, c'est-à-dire qu'aucun autre participant au marché dont aucun autre participant au marché peut bénéficier, il peut imposer, il peut se procurer des revenus par la contrainte. Donc l'État est un bon débiteur lorsqu'il n'est pas trop endetté. Donc les banques et les sociétés d'assurance commencent à acheter des obligations d'État, les bons du Trésor. D'accord ? Et ceci apparaît donc vers la deuxième moitié du XIXe siècle en masse. Et encore plus fortement aujourd'hui, sous un étalon monétaire fiduciaire, parce qu'encore, il est passage de thésaurer son épargne, il faut l'investir. Donc l'État bénéficie déjà de ce mouvement-là, mais en plus, donc, il peut maintenant, par la contrainte, et ça s'appelle la régulation financière, hein, il peut forcer les intermédiaires à acheter ses bons de trésor et acheter ses obligations d'État. Et c'est ce qu'il fait en obligeant notamment les sociétés d'assurance, mais aussi certains fonds d'investissement, à investir une certaine part de leur portefeuille dans les obligations d'État. Du coup, donc aujourd'hui, si l'on regarde les bénéficiaires des investissements financiers, c'est-à-dire de l'épargne financière, vous trouvez toujours dans tous les pays l'État en première ligne. Ceci contredit un petit peu les manuels d'économie habituels. Si vous regardez un manuel d'économie monétaire et financière, donc quel est le rôle des marchés financiers? Oui, elle transmet l'épargne des ménages vers les entreprises. Voilà, c'est bien. Et c'est vrai, c'est ce que font les marchés financiers, entre autres. Entre autres. Mais l'État, donc pour la première fois, donc ça fait déjà quelques temps, donc bénéficie de cette épargne financière. Le pays occidental où l'État pèse le moins dans l'investissement financier, c'est le Royaume-Uni. Donc là, l'État utilise 26%
de l'épargne financière. C'était en 2010. D'accord. Un quart du patrimoine est utilisé pourquoi? Non pas pour faire des investissements qui reproduisent leur valeur, mais essentiellement pour une dépense, une fois pour toutes. Voilà, donc un crédit à l'État, c'est l'argent non pas investi productivement, mais de l'argent consommé. C'est quand même donc un investissement, c'est-à-dire une partie du patrimoine financier d'un ménage sous forme d'une créance vers l'État. Aux États-Unis, en autres pays anglo-saxons, l'État pèse avec 27%. En France, c'est 34%. Un tiers de l'épargne financière disponible en France bénéficie l'État. En Allemagne, même plus, 35%. Au Japon, 46%. C'est énorme. Donc surtout, encore, si vous faites la comparaison large, donc, sur un plan historique, ça n'a jamais été le cas. Donc l'État n'a jamais pu faire ça, sauf s'il était prêt, dans des temps révolutionnaires violents, vraiment d'exproprier les gens. Autrement, ils n'avaient pas d'accès au patrimoine. Donc il est clair que l'ensemble de ces mécanismes entraîne donc une plus grande centralisation de la vie économique, c'est la 7e conséquence, centralisation de la vie économique et de dépendance vis-à-vis de l'État. L'État commence à procurer toutes sortes de services, notamment lorsqu'il s'agit d'un état d'assistance, un état de bien-être, toutes sortes de services. Et les gens commencent donc à faire leur propre planification, le projet de leur vie, leurs habitudes, en fonction de cette assistance, ces services procurés par l'État. Et de toute manière, ils deviennent dépendants de l'État, déjà parce qu'ils sont créanciers, donc ils doivent bien espérer que l'État va un jour les rembourser, ou au moins servir à sa dette. Donc on a quelque chose qu'on peut bien observer sur le plan financier dans le système bancaire. Il y a une dépendance de plus en plus grande vers les institutions centrales, les banques centrales et aussi l'État, et qui va de pair avec une fragilisation du système dans son ensemble. Donc les banques à réserve fractionnaire, les banques commerciales, au XIXe siècle avant l'arrivée des banques centrales, si vous consultez les statistiques des États-Unis, c'est disponible en ligne pour ceux d'entre vous qui vous y intéressez. Vous regardez les Historical Abstract of the United States, 2 volumes, 2 tomes, et donc vous trouvez donc des informations sur les bilans, le bilan agrégé des banques commerciales. Donc, quelle est la structure typique d'un bilan d'une banque commerciale au XIXe siècle vers 1850, donc avant la guerre civile, la guerre de sécession? Une telle banque, elle a des investissements en liquidité, c'est-à-dire en or, de 25% de son bilan. Elle a des fonds propres de 50%. Donc il y a une création monétaire, clairement, parce que les banques ont donc financé la moitié de leurs investissements par la dette, et cette dette se présente sous forme de dépôt à vue, compte courant. C'est la dette des banques. Et ces comptes courants sont couverts jusqu'à 50%, parce qu'il y a 25% du bilan qui est là sous forme de trésorerie. Taux de couverture de 50%. Voilà, donc c'est pas parfait, mais c'est quand même assez costaud. Surtout si on compare à ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, en raison de toutes les interventions monétaires depuis lors, nous sommes arrivés à un point où les banques opèrent avec moins d'1% de trésorerie dans leur bilan,